Bonjour ou rebonjour, j'espère que vous passez une bonne journée en notre compagnie pour ce Marketplace Connect, ça va? Ça se passe bien? Ouais, ça va, ça se passe bien. On est sur 2 jours, vous le savez, on le répète un petit peu, on a un jour sur des marketplaces B2C, c'est aujourd'hui, on a un jour sur les marketplaces B2B, ce sera plutôt demain. Et on est en présence avec nous, c'est Guillaume Passaglia. Bonjour Guillaume. Salut, salut, merci de m'accueillir. ComeUp. Tout à fait, anciennement 5euros.com, peut-être que ce nom-là vous dira quelque chose. Alors c'est intéressant, peut-être tu vas pouvoir nous expliquer après pourquoi le changement de nom. Ce que j'aime bien, c'est que la promesse quand même qui est marquée juste ici, c'est ComeUp, une marketplace rentable sans commission. Alors c'est super intéressant puisque la question à laquelle depuis ce matin on n'a pas coupé, à toutes les marketplaces présentes, c'était combien c'est la commission. Exact, j'ai même posé la question. Moi. Ah ouais, c'est vrai, il y en a une, c'était toi. Bah oui, quand même. Non mais c'est pour vous dire à quel point je trouve que la promesse est alléchante. Donc, comme d'habitude, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer tout ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et surtout, encore une fois, à distance, puisque la majeure partie des gens sont également chez eux ou au travail, en tout cas en distanciel. Il y a le chat que je peux lire. Guillaume, je t'en prie. Eh bien, merci. Allez, on commence. Ok, c'est parti. Donc, déjà, je pense que vous n'allez pas entendre une deuxième conférence comme celle-ci, puisqu'on va parler justement des commissions et des pratiques dans les marketplaces via un exemple que j'ai pratiqué depuis très longtemps, puisque j'ai monté moi-même une marketplace, donc je peux en parler. Et c'est clair que je vais peut-être aborder certaines idées reçues, ou en tout cas certaines pratiques qui sont là ancrées dans le système depuis très longtemps, et que je trouve qui ne sont pas correctes ou forcément adaptées. Et je vais vous expliquer pourquoi, de toute façon. Mais avant toute chose, pour un petit peu expliquer déjà d'où je viens. Voilà. Donc, je suis entrepreneur, moi, depuis 2008. Donc, clairement, j'ai une vision de fondateur qui n'est sans doute pas la même des grands groupes ou des grandes marketplaces qui sont présentes, en tout cas ici. Et moi, je suis spécialiste surtout de la gestion de communauté, c'est-à-dire que dans ce que j'ai créé, dans ma carrière, même avant 2008, j'étais dans le gaming, dans l'e-sport. D'ailleurs, le responsable de Marketplace Connect vient aussi de l'e-sport, donc c'est rigolo. On s'est rencontrés aussi comme ça. Mais en tout cas, j'ai des visions, moi, dans les business que j'ai montés, toujours très communautaires et basées sur des gens et sur des communautés ou des groupes de personnes. Donc typiquement, c'est ce qu'on retrouve dans les marketplaces. Ça ne marche pas malheureusement. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi déjà, j'ai créé, je pense que sans doute vous connaissez, VidMerd. Donc c'est un système communautaire où on avait plus de 2 millions de personnes chaque jour qui venaient rire du malheur des autres. On a créé aussi son penchant qui est F-My-Life, donc FML aux États-Unis. Donc beaucoup d'Américains connaissent maintenant FML, ils pensent que c'est eux qui l'ont créé, mais non, c'est nous, Français. Et en tout cas, avec mon associé, on a créé aussi Beta Series, qui est la plus grosse communauté de séries en France, plus de 2 millions d'utilisateurs via des applications mobiles et sites web. Et il y a 10 ans, après donc l'aventure VidMerd, on s'est dit avec mon associé que ce serait pas mal de se lancer dans une marketplace. Et pourquoi une marketplace de services ? Parce qu'on était allé aux États-Unis en 2012 et on a vu que Fiverr commençait un petit peu à émerger. Alors c'était en 2012, donc c'était il y a très longtemps. Si vous ne connaissez pas Fiverr, c'est un site où on pouvait vendre ses services à partir de 5 $, donc 5euros.com. Vous faites vite le rapprochement. On vend ses services à partir de 5 €. Donc l'idée de base, elle est venue de là. On l'a bien pompé de Fiverr et ça, clairement, on l'assume. Cependant, tout le fonctionnement interne de la marketplace est sensiblement différent et a été pensé, disons, de manière à ce que ça s'adapte à nos valeurs et à notre fonctionnement. Mais pourquoi une marketplace de services? Il existait déjà des marketplaces de services et même des marketplaces d'objets ici en France. C'est qu'on a fait un constat. On a vu que les commissions étaient toujours très élevées, que les marketplaces sont en général pas transparentes, pas du tout même. Donc c'est-à-dire elles ne communiquent pas sur les frais qu'elles prennent, elles ne communiquent pas sur le classement donc soit des objets, soit des services qui sont faits sur les sites. Et souvent les conditions sont relativement
abusive pour en avoir testé. Alors à l'époque, je parle, on se faisait retirer de la marketplace sans prévenir. Et disons, il y avait des choses qui nous plaisaient pas du tout et on trouvait qu'on pouvait faire mieux. Donc, on est entrepreneur. On a déjà plusieurs business. On s'est dit, allez, on va se lancer, on va mettre des choses dessus. Donc aujourd'hui, il y a plein de marketplaces. Donc ça, c'est par exemple, il y a des intervenants qui sont ici, des marketplaces où on vend de l'objet. Et ces marketplaces-là, clairement, ne sont pas transparentes envers les clients sur les conditions de vente des vendeurs. Alors, il faut aller chercher profondément sur les sites pour trouver combien la marketplace va prendre sur la transaction. Alors, en tant que client, moi, je ne trouve pas ça ouf. Parce que sur une marketplace, l'objet n'est pas vendu, la marketplace ne l'a pas acheté, donc c'est un intermédiaire sur lequel moi j'aimerais bien savoir finalement combien je paye la personne pour le service ou pour le produit que je vais acheter. Exactement comme sur Deliveroo, j'aimerais bien savoir combien le restaurant va toucher. Et ça, je ne le sais pas. Et ça m'embête. Donc, si je prends un exemple sur Malte, quand on est client, tout de suite, on nous dit, voilà, vous allez payer 5% de frais de service, vous allez payer 9% de frais de service. Très bien, c'est assez clair, c'est la première page même qui nous arrive dessus quand on veut s'inscrire et quand on veut, acheter ou louer en tout cas un freelance. Et côté freelance, par contre, on ne sait pas du tout et on se doute en tant que client, finalement, que la marketplace ne prendra que 5%. Cependant, quand on cherche un petit peu, juste avant, quand on cherche un petit peu sur l'autre partie, il y a bien sûr une commission en plus prélevée par Malte qui est de 10% et qui après baisse à 5%. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, en tant que client, jamais on ne nous parlera de cette commission-là. Absolument jamais. Et même, ça c'est un copier-coller de ce qui se passe sur Malte, ils nous disent clairement, en tant que freelance, alors c'est sur la FAQ freelance, ils disent aux freelance, écoutez, vous voyez la commission qui est de 10%, s'il vous plaît, augmentez vos tarifs de 10%, comme ça, notre commission, elle passera inaperçue. Moi, j'aimerais bien que le client soit au courant. Ensuite, il y a ce que j'appelle les bons élèves, comme Le Bon Coin, où là, c'est par exemple typiquement ce que le client a quand il va commander quelque chose. Alors, j'ai pris une location, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, à partir du moment où la transaction est gérée par Le Bon Coin, on voit clairement les frais de service du Bon Coin qui incluent absolument tout. Donc, là, on a exactement le montant de la location, combien, disons, la personne va toucher et combien le site va toucher. Ce sont les seuls à faire ça. Derrière, en cherchant un petit peu, on voit que les commissionnements sont variables selon les catégories, mais le montant est toujours affiché et extrêmement clair sur le checkout. Bon, le dernier, c'est Fiverr. Bien sûr, je devais prendre cet exemple-là, puisque c'est typiquement maintenant notre concurrent, finalement. Et sur Fiverr, c'est pire que ça. Donc, on retrouve à peu près la même chose qu'on a sur Malte ou sur d'autres sites, en tout cas. On a un service fee qui est là de 5,31. Donc, on se dit, très bien, on va payer 101 € moins 5,31. Et donc, il y a 96,51 € qui va aller au freelance. Enfin, c'est logique. Non, puisque derrière, 20% est pris en plus de ce tarif-là côté vendeur, en plus donc de ces 5,5% côté client. Donc finalement, le vendeur, il ne touchera que les 96 moins les 20%. Et ça, Fiverr ne le dit même pas dans sa FAQ. C'est nulle part sur le site, la commission qui est prise au vendeur. Absolument nulle part. Donc pour les services, c'est un peu plus contrasté que pour les objets où là, clairement, rien n'est indiqué, mais en tout cas, pour les services, la moyenne est de 15% de commission selon l'ensemble des marketplaces présentes sur le marché. Donc en gros, selon la plateforme, c'est ce que je disais sur Le Bon Coin, quand vous allez payer 1 000 €, en moyenne, vous avez entre 750 et 800 € qui est reversé derrière au freelance. Et ça, vous n'en savez rien. Donc, nous, quand on a créé ComeUp, donc anciennement 5euros.com, donc si vous ne savez pas exactement comment fonctionne ComeUp, c'est assez simple. Le freelance, quand il veut, disons, apparaître sur le site, il va créer ce qu'on appelle un service. Un service, c'est une page sur laquelle est vraiment décrite exactement le service qu'il va proposer et le client peut acheter. Donc, on est finalement un Amazon du service où
on ne loue pas un freelance à la journée, on ne loue pas un freelance à la semaine, mais par contre, on achète un site web, on achète un logo, on achète une prestation qui est cadrée, qui est terminée pour un prix fixe. Et donc, la page d'un service, c'est un devis, tout simplement. Tout se passe sur le site, on est tiers de confiance, donc on va gérer tout ce qui est, disons, la transaction, compte séquestre, reversement. Bon, en gros, on fait tout ce qu'une marketplace, normalement, est censée faire, avec la facturation, les litiges s'il y en a, bref, un petit peu tout. Donc, c'est né en 2012, et ça, j'en ai pas encore parlé, c'était notre fondement, les fondamentaux. J'ai dit tout ça avant pour vous montrer pourquoi on a créé ça. On s'est dit, OK, en 2012, il y a un problème, c'est la commission. La commission, ça va être un problème qui va être grandissant au fur et à mesure que les années vont avancer, parce que les mentalités, on pense qu'elles vont changer. Et on a vu d'ailleurs, il y a eu des petits problèmes avec des marketplaces ou disons des personnes voyaient bien qu'elles ne touchaient pas assez, notamment dans tout ce qui était livraison. Mais bref, on sent que c'est un problème qui peut être de plus en plus présent et qui peut amener une très mauvaise image pour les marketplaces. Je suis une marketplace et je n'ai pas envie de ça. Donc nous, on s'est dit, on va faire une commission qui est unique, 1 €, quel que soit le montant de la commande. Une personne paye 10 €, la commission est de 1 €. Une personne paye 100 €, la commission est de 1 €. 500 €, la commission est de 1 €. En fait, on s'est dit que le coût de la marketplace devait être fixe. Alors bien sûr, on a commencé ça en 2012. Vous doutez bien qu'une marketplace, ça met du temps. Donc de 2012 à 2016, on a construit la plateforme, on a monté la communauté, on est allé chercher des vendeurs, des clients. On a ajouté derrière une partie abonnement, et ça, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Puisqu'en 2016-2019, on a consolidé le business model et c'est là où on est devenu rentable. Alors vous allez dire, rentable avec une commission à 1 €, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Et je vais de toute façon être extrêmement transparent à la fin avec ce qu'on gagne sur chaque transaction et comment on le gagne. En 2020, il y a quand même eu quelque chose qui était intéressant, c'était le Covid. Alors intéressant, ça dépend pour qui, je parle, mais en tout cas pour tout ce qui est business en ligne, si vous êtes en tout cas dans ce milieu-là, vous savez bien que ça a provoqué pour beaucoup un boom dans la fréquentation. Et donc, pour nous, ça a été clairement une opportunité malheureuse. Bien entendu, on aurait préféré que ce soit différent. Mais ça nous a permis vraiment de passer à un autre niveau et de mettre en place vraiment toutes les fonctionnalités qu'on souhaitait. Donc en 2022, aujourd'hui, on a une création de 200 000 nouveaux comptes, il y a eu 28 000 services validés, 7 000 vendeurs uniques et 70 000 clients uniques. On est une petite marketplace, on n'est pas énormissime. On gère à peu près, et ça je vais le montrer juste dans l'autre slide, à peu près 175 000 commandes à l'année, avec 10 millions d'euros qu'on reverse aux vendeurs et un panier moyen de 60 €. Ça c'est pour vous mettre un petit peu la photographie de notre marketplace et de ce qui transite en tout cas chez nous, pour vous montrer qu'on arrive quand même à faire du volume avec nos petits, j'ai envie de dire, moyens. On est 20 salariés aujourd'hui et on est répartis en fait avec une grande partie service client, de la technique, parce qu'on a une très forte base technique, et du design et du marketing. Donc, j'en reviens maintenant. Pourquoi la commission fait partie de l'ancien monde pour les marketplaces? Eh bien, la première des choses, c'est que la commission, et ça on l'a vu, ne donne qu'une seule envie au vendeur, c'est de faire sortir son client de la marketplace. Parce que c'est simple, quand vous vendez un service ou quelque chose à 100 €, que vous en touchez 80, le deuxième qui arrive, vous vous dites, moi j'ai envie de toucher le maximum. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de sortir le client de la marketplace. Nous, avec une commission unique, on n'a pas ce problème-là, puisque finalement, quand quelqu'un va arriver et va payer 100 €, le vendeur sait qu'il va en toucher 99 et ainsi de suite. Donc, il est rassuré et ce n'est pas du tout la même relation qu'on a avec ce type de vendeur. Donc, il faut prendre le concept de la commission, pas au niveau rentabilité, mais il faut le ramener en termes humains. Qu'est-ce que ça vous fait de verser 15 à 20% à quelqu'un tout le temps? Alors, vous allez dire, oui, c'est bien, c'est du business que je n'aurais pas eu autrement.
Alors oui, c'est du business que vous n'aurez pas eu autrement. Cependant, c'est pas pour ça qu'on doit vous prendre 20% dessus. Et ça, c'est un petit peu notre règle. La deuxième chose, c'est que si un vendeur ne paye qu'à la commission, typiquement, il va moins s'impliquer. Et ça, on le voit, nous, dans ce que les vendeurs font, puisqu'on a une partie gratuite. Et sur la partie gratuite, sans abonnement, justement, là, on prend 20% de commission. Alors, je peux vous dire que les vendeurs, ils restent très peu à ce niveau-là. Ils ont vite compris que de payer un abonnement, c'était beaucoup plus efficace. Et en fait, quand ils ne vont pas payer d'abonnement, quand ils ne vont rien payer, ils laissent faire. Parce que c'est le boulot de la marketplace de leur amener du business. Oui, c'est leur boulot, une partie. Mais c'est aussi le vendeur qui va... C'est lui qui est le mieux placé pour vendre ce qu'il vend. Et nous, on veut des vendeurs qui s'investissent. Et à partir du moment où ils payent un petit peu, ils vont s'investir. C'est incroyable. Ils vont aller chercher des clients. Ils vont se dire, j'ai envie de rentabiliser le petit abonnement que je vais payer. Je n'ai pas envie juste de laisser la marketplace faire. Et donc, à 10 ou 1000 euros, nous, ce qu'on a vu, c'est que le coût de traitement, je parle vraiment du coût intrinsèque sans la partie paiement. Qu'est-ce que ça coûte de plus pour une marketplace de traiter une commande à 10 ou à 1000 euros? Rien du tout, honnêtement. Allez, peut-être sur le support ou à certains litiges, oui, traiter une commande à 1000 euros, ça va être un petit peu plus embêtant qu'une commande à 10, mais sur la globalité, le temps de traitement d'une commande et la gestion, le coût en tant que tel, va être le même. Donc, pourquoi mettre 20% sur 1000 euros et 20% sur 10 euros? Pourquoi prendre 200 euros à quelqu'un et que 2 euros à une autre personne, alors que le coût derrière, hors paiement je parle, est le même? C'est quelque chose que je n'ai pas forcément compris. Et en tout cas, nous, ce n'est pas notre philosophie. Et donc, on est un intermédiaire et nous, notre but, c'est de prendre, de faire de l'argent sur, en tout cas quand il y a une transaction qui est faite. Mais on a aussi quelque chose, c'est que notre matière première en tant que marketplace, elle ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui créons les objets, ce n'est pas nous qui créons les services, ce n'est pas nous qui faisons les services. Ce sont les vendeurs qui font ça. Et ça, c'est dangereux, donc, d'avoir une relation un petit peu de grand Manitou qui fait une imposition sur les gens dès qu'ils vendent quelque chose et de se dire « Ah, j'ai fait une vente à 1000 euros, je suis content », la personne va se dire « Eh mince, c'est vrai, je dois 20% à la marketplace ». Nous, on n'a pas envie de ça et on pense que c'est dangereux à terme et qu'on n'est pas dans un système gagnant-gagnant comme on pourrait l'être. Donc, on a fait un abonnement. Et un abonnement, c'est assez simple. En fait, dès qu'on est en gratuit chez nous, on a une commission de 20%. On est assez limité, mais on peut vendre gratuitement, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui font ça et qui continuent de faire ça. Et dès qu'on paye 8,99 hors taxe par mois, on a une commission de 1 euro, quel que soit le montant de la commande. Donc en fait, bien entendu, à partir du moment où un vendeur fait une première commande, boum, il passe sur l'offre plus. Et bien entendu, là, on a un abonnement récurrent qui arrive. Mais la chose la plus importante, c'est qu'à ce moment-là, on passe sur une logique de coût fixe pour les vendeurs. Le vendeur, il sait qu'on lui coûte 8,99 hors taxe tous les mois. Les 1 euro par commande, honnêtement, c'est négligeable. Pour nous, ce n'est pas négligeable dans le chiffre d'affaires, mais par contre, pour le vendeur, c'est complètement négligeable. Cette partie coût fixe, elle est capitale dans la gestion du business. Donc la transparence sur les tarifs, le fonctionnement et la gestion doit être au centre des préoccupations du marketplace et c'est, disons, ce que nous, on a construit au fur et à mesure du temps. Et on a vu que d'être transparent quand on avait une relation bipartite entre justement les vendeurs et les clients des vendeurs, et bien cette transparence, elle est capitale parce que nous, en tant qu'intermédiaires, on se doit aussi d'être le plus transparent possible, comme on le demande à nos vendeurs de lettres. On demande d'être transparent, on demande de faire du bon travail. Nous, on doit aussi d'être comme ça. Et je pense que pas assez de marketplace le sont. Donc sur ComeUp, par exemple, le détail d'un tarif, on voit clairement les frais, la commission, une partie de nos frais bancaires, et c'est tout. On sait combien va toucher le vendeur. Et ça, pour nous, c'est très, 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 très important. Et de toute façon, les vendeurs nous le disent, ils sont contents, les clients sont plus rassurés, et ils savent au moins combien ils vont payer pour un service. Donc, rendre la marketplace à quasi coût fixe pour les vendeurs, c'est ce que je disais, et je pense que ça va arriver de plus en plus dans le milieu. Pour l'instant, les gens n'en sont pas forcément rendus compte, mais quand je vois des conférences comme Le Bon Coin ou d'autres, je vois qu'ils arrivent dans ce genre d'idées et ça me rassure en fait.
Et ça, la partie, donc gérer les vendeurs de sa marketplace comme une communauté, ça c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que la communauté de vendeurs, elle est là et elle est là pour grossir, mais il faut s'en occuper. Et en tant que gestionnaire de marketplace, moi je vois avant tout ça comme une communauté de vendeurs, une communauté dans laquelle il faut s'impliquer dans les vendeurs, leur apprendre des choses, communiquer à fond, être très proche des vendeurs, parce que la communauté, c'est ce qui fait vivre la marketplace, c'est ce qui fait vivre le site, c'est ce qui fait qu'elle va se développer correctement. Et ça, il faut le comprendre. Je pourrais en parler très longtemps de la gestion de communauté, mais c'est un point qui, je pense, est essentiel et qui est assez oublié dans les grosses marketplaces actuelles. Donc, on doit être un apporteur d'affaires et proposer une vraie valeur ajoutée, pas juste être là, prendre sa part, repartir, et ainsi ne pas vraiment apporter une chose disons, capitale et essentielle aux vendeurs qui vont être sur la marketplace. Donc, on a une vraie responsabilité puisque chez les millennials, 3/4 des achats se font via des marketplaces. Donc, on a une responsabilité maintenant parce que la régulation en termes de marketplace, elle est encore assez légère. Elle arrive de plus en plus avec des problématiques de TVA, de KYC, qui là rentrent maintenant dans les lois, qui sont là depuis assez longtemps. Mais la transparence qui est là dans certains métiers n'est pas encore imposée dans les marketplaces. Et je pense qu'il faut s'y préparer pour les marketplaces qui ne le sont pas. Donc, je fais un peu Nostradamus, mais on verra si j'ai raison dans quelques années. Donc ça, c'est nous, pour être vraiment complètement transparent. Et après, j'en aurai fini. Ce qu'on va prendre, en fait, sur un chiffre d'affaires d'1,3 million d'euros donc en 2022, on a 40% de part d'abonnement. La commission à 20%, elle a 5%. On a une commission à 1 euro, donc les fameux 1 euro, quel que soit le montant de la commande, qui représente 15% de notre chiffre d'affaires. Et les frais bancaires, dont de 5,5% que nous prenons côté client, et ça on leur explique que c'est des frais bancaires, c'est 40,5% de l'ensemble de notre chiffre d'affaires. Bien sûr, frais bancaires, une partie est reversée à nos prestataires bancaires, à nos modérateurs qui sont là pour vérifier les commandes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a une pyramide qui est relativement, disons, j'ai envie de dire balance, mais je en anglais, mais équilibré, voilà, entre les abonnements et le reste. Et donc, qu'est-ce qu'on va payer ? Payer, bien sûr, pour nous, chez nous, c'est quasiment que des salaires. Les frais bancaires sont à 17,6%, les frais fonctionnement assez peu, et on fait relativement peu de communication parce qu'on s'appuie surtout sur nos vendeurs, notre communauté de vendeurs, pour aller chercher des clients. Parce qu'en fait, ramener des clients chez nous, ça leur coûte 1 euro. Donc pourquoi ne pas aller les chercher ? C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Donc on s'appuie surtout sur la communauté de vendeurs. Et les vendeurs sont finalement nos meilleurs prescripteurs et c'est eux qui vont chercher les clients. Donc vous voyez qu'on est bénéficiaire, ça se passe plutôt bien. Bien sûr, on ne gagne pas des millions. Si on était à 25% de commission, on aurait beaucoup plus de chiffres, mais je ne pense pas aussi qu'on serait arrivé là. Et la dernière slide, sur des millions de commandes validées, notre CA donc, est de 1,25 million d'euros, soit 12,5%. Donc en fait, 12,5%, c'est très bien ce qu'on aurait pu appliquer comme commission à l'ensemble des ventes. Cependant, on ne le fait pas, on le fait différemment, mais on le fait de manière plus responsable, on le fait de manière choisie, c'est-à-dire que le vendeur va choisir de prendre un abonnement chez nous, il va choisir de payer, il ne va pas être imposé sur une commission, mais finalement, au final, regardez, 12,5%, ce qui est quasiment la moyenne de ce que font les autres marketplaces. Donc, par A plus B, on peut faire fonctionner une marketplace sans commissionnement et de manière un peu plus éthique. En tout cas, nous, c'est ce que nous pensons. Merci. Alors qu'à d'habitude, c'est le moment des questions. Je tiens à dire qu'il y a eu, dès le début, au moment du 1 euro dans le chat, il y a eu des réactions. Et notamment Patrick qui avait dit « Mais comment vous faites avec 1 euro ?» Je pense qu'il y a eu des éléments de réponse. Patrick, dans le chat, tu nous dis si tu veux plus de précision. En attendant, avez-vous des questions ? Oui, j'arrive avec le micro pour que le chat vous entende. La différence entre vos frais bancaires d'à 40% d'un côté et à 17% de l'autre, c'est quoi en fait ? En fait, en frais bancaires réels, c'est-à-dire ce qu'on va reverser à nos partenaires PayPal, Braintree,
en tout cas à nos prestataires bancaires qui vont nous permettre de sécuriser, de mettre le paiement en compte séquestre. Ça, c'est ce qu'on va payer. Plus après, on a des salaires à payer qui sont inclus pour nous, en tout cas dans le fonctionnement de la marketplace. Donc, nous, la partie gain, en fait, il y a 5,5% qu'on prend au client sur le checkout. C'est-à-dire que le client, quand il va payer, donc sur une commande à 100 €, il va payer 105,5 €. Et 99 € seront payés au vendeur, s'il a un abonnement, en tout cas. Donc après, je fais juste le parallèle entre ces frais bancaires-là qu'on fait payer au client. Alors, certes, ils sont plus élevés que ce qu'on va payer à MangoPay ou PayPal ou Braintree, en tout cas nos solutions de paiement. Mais derrière, on compte aussi du temps passé et ça fait partie des frais, disons, qui nous permettent d'équilibrer nos différentes dépenses. Donc oui, il y a un petit pourcentage, mais il n'est pas du côté vendeur. Et c'est ça un petit peu qui fait toute la différence. Il est visible pour le client. Avez-vous d'autres questions? Alors, Samuel qui nous dit « Merci pour cette transparence et très belle intervention. Totalement d'accord sur le fond et la forme. Le fait que le modèle de marketplace éthique du futur, c'est la gestion de communauté. Bravo. » Alors, c'est pas une question, c'est juste un... Voilà. C'est juste un bravo. Dans la gestion de communauté, c'est clair que c'est très très important. On voit quand on analyse les vendeurs, et ça je pense que c'est dans tous les systèmes qui connectent des gens en fait. Une marketplace est un groupe de personnes qui peut être géré avec des power users, des gens qui communiquent vachement avec le support, des gens qui sont très influents et qui peuvent, disons, prêcher votre bonne parole. Et ces power users, cette communauté-là, il faut la connaître. Elle est souvent divisée en plusieurs strates avec le cœur de communauté au centre. C'est vos utilisateurs qui vous suivront à la vie, à la mort et qui finalement, quand vous dites quelque chose, vont dire toujours « oui, oui, c'est très bien ». Eux, quand ils vont vous quitter, c'est qu'il y a danger. C'est-à-dire que là, c'est que vous faites des choses qui ne sont pas correctes. Et après, ça part petit à petit où le cœur de communauté s'élargit vers des utilisateurs qui sont impliqués, mais on va dire moins présents, et derrière, juste des visiteurs. Et ça, il faut le connaître, et il faut savoir parler aux différentes strates de la communauté. Très, très important. Oui. Oui, du coup, cette animation de communauté, c'est excessivement intéressant. Ça se traduit vraiment comment au quotidien? C'est-à-dire qu'il y a une plateforme, il y a des outils, il y a un community manager. Comment ça se traduit au quotidien et quels sont les canaux pour les animer? En fait, ça va. Alors, nous, on anime clairement des personnes qui travaillent en général seules. Donc, c'est soit des auto-entrepreneurs, soit des gens qui sont en passe de créer leur business et donc qui proposent leurs services. Donc, on ne va pas s'adresser à des grosses sociétés. Donc, ça, déjà, c'est différent. Donc, nous, on a des canaux qui sont des canaux comme Discord, tout simplement. YouTube, où toutes les semaines, moi, je vais prendre le micro et je vais leur donner des bons conseils. Je vais inviter des gens, des spécialistes dans le copywriting, par exemple, qui vont leur dire voilà comment écrire correctement un service, voilà comment parler à vos clients, voilà comment faire pour X ou Y chose. On fait des coachings avec les vendeurs, où ils peuvent prendre rendez-vous avec nous. Et typiquement, avec les canaux de support aussi, hein, ça peut très bien être un outil où on écoute et on parle avec nos utilisateurs. Mais plus on va finalement communiquer avec les gens, plus ils vont nous apprendre sur nous, parce que l'outil, c'est pas nous qui l'utilisons, c'est eux. Et ça, beaucoup de créateurs de sites web l'ont pas vraiment encore compris, c'est que les premiers, disons souvent, on cherche à faire le meilleur outil pour soi, mais en fait, l'outil, il n'est pas pour soi, il est pour les autres. Donc, si on n'écoute pas les autres, si on n'écoute pas sa communauté, si on ne sait pas vraiment choisir les utilisateurs intéressants dans sa communauté, on ne peut pas faire évoluer correctement l'outil. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez une volonté de vous développer aussi vers la marketplace objet ou pas du tout? Pas du tout. Nous, l'objet, c'est compliqué, déjà avec les frais, la livraison. La livraison est un problème pour moi qui est relativement insurmontable, et même en tant qu'utilisateur, je ne comprends pas comment on ne peut pas payer de frais de livraison. Et puis bon, vous voyez la livraison, ce que ça donne, hein. La problématique que ça mène. Donc non, on veut rester vraiment dans le service. On s'appelle ComeUp parce que justement, on va être internationalisé là dans 2 mois. Donc on va être en anglais
Et on va aller voir Fiverr et on va lui dire « Coucou, nous on arrive, on a 1 € de commission, qu'est-ce que vous allez faire ?» Bon courage. 2-3% de Fiverr, ça me suffit. Ce sera intéressant de suivre ça. Oui, j'arrive avec le micro pour qu'on vous entende en live. Quand on a vu sur le tableau, les frais de communication ont l'air plutôt faibles, non 3,6%. Vous allez à l'international, ça va prendre une plus grosse part Oui. ou ça va rester aussi faible? Non, ça va prendre une plus grosse part, surtout au début, pour grossir un petit peu plus rapidement, parce qu'on sait maintenant sur quel point on peut dépenser de l'argent, ce qui n'était pas le cas avant. Mais les frais de communication actuels sont faibles, puisque justement on s'appuie sur la communauté de vendeurs. En gros, ce qu'on sous-entend, c'est de dire on vous prend peu, faites aussi un effort, vous, de votre côté, pour aller prêcher la bonne parole. Vous avez une idée de ce que pratiquent les autres en communication par rapport à leur CA? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Disons que quand on dépense plus, en tout cas quand on gagne plus d'argent, derrière il faut le dépenser. D'un autre côté, quand je vois j'ai regardé juste avant de venir les frais par exemple que prend Amazon sur la vente de services, sur la vente d'objets, je ne savais pas que c'était comme ça, hein, mais c'est entre 15 et des fois 25, 30, 40%. C'est la folie. Et ça, le consommateur, on ne le sait pas. Mais quand on achète sur Amazon, dans certaines catégories de produits, on donne 40% de ce qu'on paye à Amazon. En tout cas, félicitations parce que c'est une belle démarche. C'est une démarche. En tout cas, c'est pas non plus, je prêche pas la bonne parole, j'ai pas trouvé la solution miracle. C'est juste, il y a une manière de faire qui peut être différente. Et c'est ça le message en fait. Merci. Si je peux me permettre, David de Bizère, Bio de France, si je peux me permettre, ce qui est assez étonnant, c'est votre conclusion, c'est que globalement, compte tenu du modèle que vous avez choisi, au final, vous arrivez quasiment à une rentabilité qui est la même que les autres marketplaces. C'est ça, donc, en fait. C'est là que je dis bravo et qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. C'est la facilité de mettre un pourcentage. Bah, tout le monde le fait, bah, mettons une commission, en fait. Mais on ne réfléchit pas assez profondément de l'impact de la commission. Et on se dit juste, de toute façon, ça fait des ventes supplémentaires pour les vendeurs, donc ils vont rester parce que ça leur apporte du business. Oui, bien sûr, moi aussi ça me ferait plaisir, mais derrière, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des fondamentaux à changer et qu'on doit accepter ce genre de choses. Je tiens à dire que dans le chat, ça continue de dire que c'était une super intervention, etc. Il n'y a pas de questions, hein, c'est juste... Non, voilà. Tant mieux. Une question encore. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question par rapport aux raisons qui vous ont motivé à changer de marque et tous les éléments qui y sont liés. Bon, vous avez déjà donné un élément de réponse, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont motivé en termes de perception, d'image, d'identité visuelle par rapport à ça? Ouais, bon déjà c'est sûr que 5euro.com ça marche pas. Ah, c'est mort. C'est à la French Touch. Ouais, là c'est mort. En fait, on n'a quasiment plus rien à 5 euros. C'est-à-dire que le panier moyen, il y a 5 ans, il était peut-être à, je disais peut-être des bêtises, mais à 15-20 euros. Donc déjà, réduire 5euro.com à tout est à 5 euros, c'est non. Mais aujourd'hui, il est à 60-65 euros. Donc en fait, on n'est plus 5euro.com. On est maintenant un autre type de marketplace sur laquelle on fait du service rapide, pas cher parce qu'il est packagé, parce que les vendeurs savent ce qu'ils vendent, ils savent combien de temps ils vont mettre, il n'y a pas de devis, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de gestion de facture, ils vont droit au but, donc ils font du service pas cher et rapide. Mais c'est clair que c'est plus à 5 euros. C'est pour ça qu'on a changé, pour sortir un peu du modèle cheap, mais en tout cas, on reste... Et puis le jaune, c'est cool. Voilà. Merci. On arrive sur la fin. On est un peu en retard. Hein. On est en retard, ah bon? Non, ça va. Non, moi je crois qu'on a le temps pour une dernière question, si on a une. Sinon, on en aura déjà posé pas mal de toute façon. Ouais, c'est très bien, je regarde le chat si c'est des questions ou si c'est encore bravo. Bravo. Bon, écoute, merci. Eh bien, écoutez, un grand merci. Merci beaucoup. C'était Come Up avec Guillaume Passaglia. Bravo.